20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission du lundi de cette semaine. Bonjour Philippe David, comment ça va ? Ça va très bien, et vous Cécile ? Oui, j'étais en train de lire, pardon. C'est bien, très bon livre. Un très bon livre, oui. Voilà, un très bon livre. Quelqu'un qu'on connaît bien. Absolument. Bruno Pomar est avec nous aujourd'hui, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Bonsoir monsieur Pomar. Bonsoir, c'est moi qui ai écrit le livre de Jean-Michel Fauvergue. Voilà. Et bien ça tombe bien parce qu'il est là. Jean-Michel Fauvergue, ancien député français et puis aussi auteur du livre Ni capitulation ni résignation, sorti chez Fayard. Voilà, je suis derrière. Si vous me cherchez, je suis derrière ce livre. Ça va ? C'est un livre qui protège. Oui, voilà. Ça va bien. Enfin, je suis désespéré depuis que j'ai appris que Bruno Pomar devient commissaire de police de réserve. Je suis désespéré. C'est scandaleux. Vous pensez qu'il n'avait pas l'intellect ? Voilà. Vous savez que dans tout ça, j'allais dire bonjour à Philippe Bilger. Franchement, finir par le meilleur. Comment vous parlez d'un futur président ? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on s'en Cécile, souviendra. En voyant le casting du jour, je me disais qu'il y avait Jean-Michel Fauvergue et Bruno Pomar pour le droit et Philippe Bilger pour le travers. Oh là là. Bien envoyé là. Elle démarre mal cette émission, elle démarre mal, je vous le dis. Je traite ça avec une forme d'indifférence. En tout cas, on espère que vous avez passé un excellent week-end. Ah oui. On est ensemble jusqu'à vendredi. Jusqu'à 19h ce soir. Et tout de suite, le grand débat du jour, c'est le sommaire. 58% des Français estiment qu'un entrepreneur ferait un bon président de la République. Un chiffre qui reflète un écart croissant avec les classes politiques. 69% jugent que les gouvernements successifs comprennent assez mal les réalités vécues par les entrepreneurs. Et on vous pose cette question. Selon vous, un grand patron ferait-il un bon président de la République ? Eh bien, vous dites non à 70%. D'accord. Vous voulez réagir ? Le 0826 300. Et moi, j'avoue que je ne suis pas du tout convaincu. Philippe Bilger. Oui, mais avec beaucoup de précision. Jean-Michel Fauvergue. Oui, un patron peut être un président de la République à condition que ça soit l'ancien patron du RAID. Bruno Pomar. Comme il se place. C'est bon, ça, c'est bon. Bonne idée, fausse bonne idée ? Une fausse bonne idée, ma chère Cécile, parce que encore une fois, un grand patron de, on en parlera, a bien autre chose à faire que je vois bien ce que vous voulez dire. La France. Quand on voit le foutoir que c'est. La question du soir à 18h10 dans la nuit de dimanche à lundi à Nantes, lors d'un refus d'obtempérer, un fuyard a fait donc demi-tour sur la route nationale et a percuté de plein fouet un véhicule de police. Les 3 policiers à bord ont été grièvement blessés. Ils ont été volontairement percutés, c'est ce qu'a déclaré Laurent Nunez. Et on vous pose cette question. Les forces de l'ordre sont-elles démunies face au refus d'obtempérer ? Eh bien, vous dites non à 91%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300. Et moi, je dis qu'elles sont totalement démunies. Les images le prouvent. Bruno Pomar ? Pas tout à fait, même si on est dans une augmentation 25 000 à 28 000 cette année, donc ça devient catastrophique. Mais non, je pense qu'il faut donner des moyens juridiques à nos policiers. Philippe Bilger. En désaccord avec Philippe David. Elles ne sont pas démunies, donc Jean-Michel Fauvergue. Oui, juridiquement et au niveau de la justice. Allez, on en parle dans un instant. Et puis à 17h50, notre ami le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. Écoutez, une voiture, mais 2 contrôles techniques et tout ça, bien sûr, dans la légalité. Oui, bonjour, je vous appelle pour le camion. Pourquoi il y a 2 contrôles techniques sur le même véhicule ? Non, mais on est honnête chez nous, mon cousin, t'inquiète pas, tu te poses trop de questions, là, la bête, elle est devant toi, passe pas. Tu vois les choses à faire sur l'auto, tu viens voir comment c'est, et une fois que tu as vu comment c'est, tu reviens et t'es tranquille, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème pour ça, ouais, ça c'est ça. La pas de problème du tout. Dans la confusion, c'est quand même très bizarre. C'est Mon cousin. Absolument. Allez mes cousins, on y va. C'est tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, selon 58% des Français, ils pensent qu'un patron ferait un bon président de la République, selon un sondage Opinionway. Avec cette question du jour, selon vous, un grand patron ferait-il justement un président de la République ? Eh bien, vous dites non désormais à 71%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300. 71% de oui, c'est quand même pas mal. De non, pardon. De non. Romina est avec nous. Bonsoir Romina. Bonsoir Romina. C'est joli comme nom, Romina. De Vic en Bigorre. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous, Romina ? Moi, je crois que on se fourvoie un petit peu parce que, à mon sens, on est déjà gouverné par les GAFAM. Donc les politiques, même le président de la République, je crois qu'ils sont tous pieds et poings liés déjà suspendus à ce que ces grands patrons nous demandent. Donc même si on y met un grand patron, ça changera pas grand-chose. Tout est déjà dit, la messe est dite pour moi.
Mais peut-être qu'ils auraient plus les pieds ancrés dans le quotidien des Français, non ? Ben, je pense que déjà quand on met des économistes comme M. Macron, on savait qu'il était quand même banquier au départ. Les Français se sont orientés aussi. Alors banquier ne veut pas dire économiste. Oui, c'est ce que j'allais dire. Banquier ne veut pas dire économiste. Parce que moi j'ai un banquier qui m'enlève de l'argent toutes les semaines, il n'y connaît rien. Non, c'est vrai, mais qui gérait déjà les grands portefeuilles, disons. Et donc on a pensé qu'en le mettant à la tête de l'État, il pourrait déjà aider pas mal les finances publiques. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Alors, Romina, vous bougez pas. Philippe Bilger. Cette question, elle est très intéressante et merci. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que elle mérite d'être examinée par le fait que les présidents de la République aujourd'hui pâtissent du fait que, en général, à partir d'une intelligence certaine, ils n'ont pas l'esprit d'entreprise, ils n'ont pas la capacité d'agir, et par exemple qu'Emmanuel Macron, brillant par ailleurs, ne sait pas agir. Et je pense que c'est pour ça qu'on considère que les chefs d'entreprise auraient les qualités que les politiques traditionnelles n'ont pas. Mais ça n'est pas sûr. Un chef d'entreprise, un grand chef, Bernard Arnault, à l'évidence, pourrait être président de la République. Mais il faudrait qu'il ait les qualités que des élus politiques, eux, ont. Et on n'en est pas sûr. Quelle qualité, mon cher Philippe? Parce qu'il faut des qualités de quoi pour être président? Être un bon politicien? Il faut à la fois des qualités... Déjà, il en faut. D'intelligence, de volonté, et il faut une capacité, une certitude d'agir. Et chez nos politiques, ce qui fait le problème... En effet, tout est dit. C'est pour ça que vous serez notre futur président. Et de l'agilité peut-être. Oui, du courage, de l'agilité, mais les chefs d'entreprise en ont de ça. Et en fait, c'est eux qui produisent la richesse du pays. La richesse au niveau PIB, j'entends. Hein. Les autres produisent des services qui sont importants. Eux produisent la richesse et ils savent ce que c'est parce qu'ils ont osé et ils ont eu le courage de faire ça. Ça, c'est important. Voilà une qualité qui est importante pour être président. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il faut beaucoup travailler au régalien. Aujourd'hui, les Français demandent du régalien et de la sécurité. Romina, tous les chefs d'entreprise n'ont pas des problèmes avec la justice. Ah non, heureusement d'ailleurs. Alors, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un grand patron qui est président de la République. C'est Donald Trump. Parce qu'il est quand même, il est quand même patron d'un empire. Il pèse 8 milliards de dollars. Donc ça fait déjà, on m'en donne que 10% et je suis très content. Hein. Il raisonne comme un chef d'entreprise. Et il raisonne comme un chef d'entreprise. Alors non, moi je crois pas qu'un patron du CAC 40 c'est un peu bancal quand même. serait automatiquement un bon président, mais il ne serait pas automatiquement un mauvais président. Moi je dis que le plus grand président américain de ces 60 dernières années, c'est celui qui était le moins diplômé, qui n'avait jamais mis les pieds dans une fac, qui avait commencé barman et fini acteur de série B, qui s'appelait Ronald Reagan. En revanche, ce qui pose problème en France, à mon avis, c'est que sur tous les présidents de la Ve République, seuls 2 ont travaillé dans une entreprise, et c'est bizarre, la même entreprise de la banque d'affaires, c'était Georges Pompidou et Emmanuel Macron. Mais aucun président de la Ve République n'a jamais été patron d'une entreprise, et ça, je pense que quand on a été patron d'une entreprise, on apprend à compter beaucoup mieux qu'à l'École nationale d'administration. Alors moi, comme je suis un pratico-pratique, je vais vous dire, j'ai un exemple. Alors c'est pas président de la République, mais pour moi c'est pareil. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans auprès de Serge Dassault, l'industriel français. Lui, c'est un grand patron, oui. Et son homme, il est plus de ce monde, mais il a été maire de Corbeil-Essonnes. Il a relevé cette ville de façon fabuleuse. 36 ans de communisme, plombé par les dettes, il est arrivé. La ville a ressurgi, là elle est en train de replonger depuis des années parce que c'est repassé communiste, mais voilà un exemple. Alors c'est pas président de la République, mais c'est une ville de 40 000 habitants, ça veut montrer que le pragmatisme des chefs d'entreprise, moi il me... Une différence entre le local et le national, parce que au national il y a quand même des interférences avec l'international, justement l'étranger, etc. Bien sûr, c'est pas comparable. Je pense que il faut travailler sur le régalien, sur la justice qui est maintenant en complète déshérence, on en parlera tout à l'heure sans doute, sur la sécurité, sur les forces armées, sur un tas de trucs que c'est une fibre que n'ont pas peut-être les chefs d'entreprise. Ils en ont d'autres, hein, mais pas celle-là. Bernard Arnault, par rapport à Macron, qu'est-ce qu'il aurait de moins que Macron pour parler de l'armée, de la sécurité et tout? Déjà, il n'a pas Brigitte. Voilà. Je comprends pas. Vous avez raison. Je comprends pas cette question. Je fais la comparaison. Si c'est très je sais que Jean-Michel Macron, il a le droit, il est fidèle. Ne parlez pas tous en même temps. Je suis persuadé qu'un chef d'entreprise aurait moins de difficultés
difficulté à devenir un grand président que l'inverse. Allez, la réponse. Un homme, d'ailleurs. Romina, vous restez avec nous. Ne bougez pas, Romina. Oui, ça pourrait être une femme. Ne bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Comme Romina, si vous voulez bien entendu participer à ce débat. C'est le 0826 300 300 et c'est Zach qui est avec nous aujourd'hui. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et si vous venez de nous rejoindre, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h avec autour de cette table Aya Lourd aujourd'hui. Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Pas au niveau intelligence, au niveau bêtise. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien député, auteur de ce livre qui est très intéressant. Je vous incite à le lire. Ni capitulation, ni résignation, sorti chez Fayard. C'est une façon, osons le courage, voilà. Et ça, c'est pour des policiers. Je peux vous assurer. Le courage. Absolument, je vous regarde, absolument. Ah bon. Et Philippe Bilger, bien entendu, président de l'Institut de la Parole. Et on va revenir sur ces 58% des Français qui estiment qu'un entrepreneur fera un bon président de la République. Et vous êtes en majorité, Philippe, à dire non. Eh bien, pour le moment, vous dites non assez largement, parce que vous dites non à 71%. Et Romina est avec nous. Elle dit que déjà, une multinationale qui gère le pays, c'est compliqué. Les politiques sont visiblement pieds et poings liés. 0826 300 300. Philippe David, sur ce sujet, seriez-vous enclin à voir un chef d'entreprise, pas forcément un grand patron de groupe, hein. Ah mais je vais vous prendre un exemple, et je suis d'accord avec Romina, ça pourrait parfaitement être une femme, j'ai aucun souci là-dessus. Margaret Thatcher, elle était fille d'épicier. Un petit épicier, elle est née au-dessus de l'épicerie, vous voyez un peu. Et elle a vu ce qu'était la gestion de l'argent, comment est-ce qu'on gère une entreprise, on a des problèmes de trésorerie, ceci, cela. Attendez, excusez-moi, mais quand elle arrive au pouvoir en Angleterre, l'Angleterre était à deux doigts de passer à la demande de demander un prêt au FMI quand même. Il faut rappeler la situation de l'Angleterre. Il faut rappeler 79, elle arrive au pouvoir. Il faut rappeler une chose, en Angleterre, quand vous aviez une grève dans une zone industrielle, les salariés de l'entreprise en grève pouvaient aller bloquer toutes les autres entreprises de manière tout à fait légale pour défendre leur bout de gras. Mais les autres boîtes, elles fermaient. Ouais. Ça, Margaret Thatcher, elle a tout changé. Ce qu'il faut, c'est des gens qui ont... Déjà, je pense que les deux premières qualités d'un chef de l'État, et c'est pas la première qualité d'une autre aujourd'hui, mais c'est que mon avis, il faut aimer son pays, aimer son peuple, aimer son histoire. Ça, c'est le triptyque incontournable. Ouais, tu parles avec ça, tu fais un président de la République. Alors oui, non. Ça c'est attends. Non, c'est la base. Non, c'est la base. Son pays, mais attendez, excusez-moi, mais quand vous dites que la France s'est dépassée, que maintenant c'est l'Europe, que les Français c'est des Gaulois réfractaires et que dans l'histoire de France, la colonisation est un crime contre l'humanité, désolé, c'est qu'on n'aime pas son pays, c'est qu'on ne respecte pas son peuple et qu'on n'aime pas son histoire. Et ça, c'est le B à bas d'un chef de l'État. Romina, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais... Bon, alors déjà, Margaret Thatcher, c'est vrai qu'elle a quand même été la femme la plus détestée d'Angleterre. Aussi. Enfin, elle a été réélue régulièrement. Oui. Jusqu'en 1990, elle a été réélue à chaque fois. C'est qu'elle n'était pas si détestée que ça. Oui, mais au demeurant, on n'a pas beaucoup d'exemples féminins jusque-là. Je parlais de femmes comme ça parce que je pensais, vous parliez du régalien par rapport à la justice. On a aussi Christine Lagarde. Absolument, j'allais le dire. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est une dame qui aurait un profil intéressant aussi. Oui. Attendez, excusez-moi, mais depuis combien elle est dans la politique aussi? Ça fait 30 ans qu'on entend parler toujours des mêmes. Non, elle est arrivée sous Sarkozy en 2007. Avant, elle était avocate dans un gros cabinet américain. 2007 Une grosse avocate. Ça fait 19 ans. 30... Non, mais non, 2007, tu m'as dit. On est en 2026. Oui, ça fait 20 ans. 19. Ouais, je dis 19. On recycle. Ségolène Royal, il n'y a pas longtemps, qui nous parle en Algérie, là-bas. Depuis 81, moi je l'ai connue quand je protégeais Franceschi. Elle était déjà dans le gouvernement depuis 81, 45 ans. Mais alors, qu'est-ce qui vous gêne? C'est une expérience. Mais il y en a marre d'avoir toujours les mêmes. Mais Philippe Bilger, arrêtez un peu de... Mais dites pas le contraire. Moi, je suis assez d'accord, mais quand on regarde vers l'avant, quels sont les noms qui apparaissent aujourd'hui, même les plus jeunes? Et en particulier au niveau des femmes, elles sont où? Aujourd'hui, il y a une défiance envers la politique. Donc si en plus on met quelqu'un que les Français ne connaissent pas, j'ai un peu peine à croire que ça va vraiment émerger. En même temps, personne ne connaissait Macron, Romina. Oui. Personne ne le connaissait et pourtant tout le monde a voté. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens. C'est
hein, oui. C'est vrai que monsieur... Bon, après, il a été quand même ministre juste avant sous Hollande. Donc, il a quand même eu... on a eu l'occasion de l'apercevoir, disons. Et qu'est-ce que vous pensez de Jean-Michel Fauvergue? Quoi oui, pourquoi pas. Moi, je vote pour lui. Hein. Il m'a promis un poste. Il faut militer aussi. Il faut avoir des causes. Il faut qu'on sache ce pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Moi, ça tombe bien, tout est dans mon livre. Tout est dans son livre. C'est un programme présidentiel. Ni capitulation, ni résignation, ça fait 42 fois que je le montre. Comment elle s'appelle la dame? Romina, vous me faites de la peine parce que vous avez envie de recycler tous les anciens, en fait, c'est ça? Absolument pas. Je suis désolée de vous faire de la peine. C'est bien. Mais non. Non, pas du tout. Pas recycler les anciens. Moi, j'ai pas envie de me dire, voilà, on a ce qu'on a et puis il faut faire avec. Le recyclage, c'est bien, mais... ce qui est le cas, d'ailleurs. C'est ce qui est le cas. Mais pour vous, Romina, Romina. Vous voyez, Sud Radio est une radio qui donne la parole à des gens nouveaux. Oui. L'idée, c'est que ce soit fait sur les médias nationaux de partout, parce que finalement, vous offrez aux Français toujours les mêmes. Oui. Mais Romina, vous verriez qui, vous? Ok. Dites-nous 3 noms. Non, là honnêtement, je peux pas vous répondre comme ça tout de suite. Par contre, au niveau local, c'est pour ça que les gens aussi vont... Non, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de candidat qui émerge naturellement, c'est ça le truc. Non, aujourd'hui, mais on en discute déjà, je suis infirmière libérale, j'en discute avec les patients, on en discute avec mes collègues. Honnêtement, on n'a pas d'offre. Oui. Si, il y a Jean-Michel, là. Oui, il y a une offre aussi, Romina. Je ne veux pas me lancer dans la politique politicienne, mais pour rester sérieux, nous avons à droite, par exemple, un certain nombre de candidats assez valables. Nous avons Bruno Retailleau, par exemple. Nous avons quelqu'un dont on se moque beaucoup, mais qui sera candidat, Gabriel Attal. On a encore Édouard Philippe. Et à gauche, il y a des candidats possibles. Romina, parlez pas en même temps. Ils ne viennent pas chez nous. Nous, on les voit pas. Vous les verrez, je vous le promets. Lorsqu'ils seront candidats, ils viendront. Surtout avec un joli prénom comme ça. J'entends Philippe Gire qui nous dit Retailleau, Attal, Édouard Philippe. Eh ben oui. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais toujours les mêmes. Il faut arrêter, de dire cette chose qui devient à la longue une banalité. On ne peut pas faire se dégager par un coup miraculeux un candidat, homme ou femme, qui va réussir. Emmanuel Macron, il n'est pas devenu président à partir de rien. Il était connu, il avait occupé de grands postes depuis 2 ans. avant, absolument. Donc, on n'aura pas demain un ovni qui surgira dans la politique française. Sauf si quelqu'un comme Bardella est élu. D'une certaine manière, c'est un ovni. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est en train de citer un certain nombre de candidats assez anciens. Et un candidat comme Gabriel Attal fait partie de ces anciens, alors qu'il a quel âge? Il a 35 ans. Donc c'est quand même des. Alors on en pense. Parce qu'ils ont fait trop de choses. Voilà, c'est quand même. Mais moi, je suis inquiet. Je suis inquiet sur la réponse du sondage et ce qui se dit. Et je suis en train de me demander si ça n'est pas une réponse parce que si ça n'est pas un bashing anti-riche, parce qu'on pense que l'homme d'affaires, on pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un de riche et qu'il n'a pas sa place à la tête de l'État. Et je me demande si c'est pas ça la réponse à ce sondage-là. Non, mais moi je crois qu'il faut faire quand même un distinguo. Il y a le patron du CAC 40 qui souvent est quelqu'un qui est coopté, élu par les actionnaires parce qu'il a fait HEC, ENA, etc. C'est très souvent le cas. Pardon. Et il y a le type qui a commencé de rien, je sais pas moi, Bill Gates, dans son garage. Oui, ceux qui sont partis tout seuls de rien. Mais même Trump, hein. Trump, il avait quand même un bon héritage de papa aussi. D'accord. L'avantage, c'est peut-être un chef d'entreprise. Financièrement, il a tout ce qu'il veut, donc c'est plutôt pas mal. Il ne lui reste plus que l'engagement. Et ça, c'est intéressant peut-être. Ah, mais c'est ça. Et donc, je fais la différence entre les deux patrons, parce que l'un, il arrive, il est coopté, il a déjà 2 milliards d'euros de trésorerie, etc. C'est pas comme le type, je répète le cas de Bill Gates, qui commence vraiment dans un garage et qui a rien, et qui doit voir les banquiers pleurer auprès d'eux, etc. et qui arrive à monter un empire. Je fais vraiment la
la différence entre les deux. Et même à la rigueur, un patron d'ETI pourrait peut-être probablement entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire de plus de 250 personnes, c'est ça? L'équipe aussi. Ah oui, mais après, ça on est bien d'accord qu'après c'est un travail d'équipe. Elle est là l'équipe, regardez, on est là nous. On est... J'attends toujours mon poste. Mais, il est éjectable. Non, mais après, voilà, ce gars, il va forcément mettre des copains et puis, comme disait Cécile, l'engagement. Oui. C'est surtout une question d'engagement. Et un Sébastien Lecornu, vous en pensez quoi? Il se bat une bataille. Il a tout livré aux socialistes. Ça n'est pas mon type idéal de Premier ministre. Parce que vous en pensez quoi? Parce que tu bascules plus à droite, mon cher. C'est un homme déjà qui représente une partie de la France. Moi, je le trouve avec une certaine proximité. Il m'écoute. Quand vous voyez, il y a eu des agriculteurs qui ont manifesté. Quand ils sont sortis de son bureau, ils l'ont dit. Il est à l'écoute. Il essaie de faire. Alors, il est tenu parce qu'il y avait des hauts fonctionnaires à côté. Il ne pouvait pas faire. Et le sentiment qu'on a eu, c'est il voulait vraiment dépêtrer, quoi. Il voulait faire quelque chose et il pouvait pas. Ouais. Et ça m'a plu. Et pourquoi? Parce qu'il est gentil. Il y a une écoute, une proximité, même avec de simples citoyens, des gens d'en bas. Il est élu de l'Eure, il a été maire, il a été président d'un département qui est l'Eure. Non mais c'est pas ça ses qualités, Bruno. C'est pas parce qu'il a été élu. Mais bien sûr, élus qui n'ont aucune qualité de ce type-là. Voilà, bien sûr. Ne dis pas ça, Jean-Michel. Parce qu'il les a intrinsèques. Mais non, moi je le connais, le Cornu, je l'ai fréquenté. Il est très bon, il est très humain, il écoute. Elle a raison. Mais parce qu'il a l'expérience du terrain, Jean-Michel. Peut-être aussi, mais c'est parce qu'il a ça. Une machine de guerre qui a fait l'ENA, X et tout les grandes écoles où on sort les élites du monde entier et qui sont persuadés qu'ils vont changer la société. On voit le résultat depuis des décennies. Allez, vous allez pouvoir vous engueuler dans un instant. Seul contre tous. Romina, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était très agréable de vous avoir. Merci. Prenez soin de vous et embrassez toutes les infirmières qu'on adore, bien entendu. Ouais. Et dans un instant, seul contre tous, Philippe Bilger, le crime ne se lit pas avant sur les visages des gens, parce que régulièrement, on l'entend, il y a un meurtrier et il y a toujours des voisins qui disent « Ah, il était tellement gentil ». Philippe David, les partis politiques n'ont plus d'idées, ils n'ont que des postures. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, dans les vraies voix avec Philippe David, c'est un tour de table plutôt gouléant, j'ai envie de dire. C'est joli, gouléant, non? Gouléant, avec Monsieur Pomard. Ça veut dire quoi, gouléant? Gouléant, c'est un peu une manière de boire, d'apprécier. N'en demandez pas trop, il ne savait pas compter jusqu'à 19 tout à l'heure. Merci, les commissaires de police. J'ai pas dit intelligent, j'ai dit gouléant. J'ai dit que c'était un grand cru. Bruno Pomard est avec nous, ancien membre du Règle, et maire de Belleflou, Philippe Bilger bien entendu, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, et puis auteur de ce livre Ni capitulation ni résignation chez Fayard, et je rappelle que c'est l'ancien patron du RAID, donc on est plutôt bien entouré. Il était très dur avec nous. Ouais. Il était très dur avec vous? Enfin, moi, pas directement, mais je sais. Ouais. Il voulait se venger sur moi à tout prix. Et il est assez dur dans le débat. Oui. Allez les amis, tout de suite, un seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on va démarrer par vous, Philippe Bilger. Parfois, lorsqu'on entend les gens à la télévision ou ailleurs, évidemment, des gens n'ayant pas le niveau de Bruno Pomard, ce qui est 99% des gens. Ils disent, lorsqu'on arrête un criminel qui vient de commettre le pire, ils ont l'air totalement étonnés, en réalité, qu'on l'arrête et qu'on n'ait pas su d'emblée pourquoi il était un criminel. Et notamment dans certaines émissions de TF1, on est très étonné, après avoir commis une atrocité, on questionne le quartier où vivait cet homme, ou parfois cette femme, et les gens disent, mais il était parfait, exemplaire, il a aidé les vieilles personnes, il a porté le sac d'une mamie, et donc on ne comprend pas. Mais ils ont totalement raison. Le crime, malheureusement, ne s'inscrit pas sur les visages. On peut être laid ou beau, ça ne signifie pas qu'on va commettre un crime. Et malheureusement, souvent,
On ne devine la tragédie criminelle que lorsqu'elle a été perpétrée. On rêverait de pouvoir deviner à la physionomie d'un être, à ses gestes, qu'il va commettre quelque chose d'horrible, mais on ne peut pas. Et très souvent, le crime apparaît comme une sorte de rupture absolue dans une vie ordinaire. Et la seule distinction que je ferai, mais je risquerais d'être trop long, c'est dans la criminalité sexuelle, où là, souvent, il y a presque une fatalité qui fait du coupable d'aujourd'hui peut-être à la fois la victime d'elle-même, puisque le criminel sexuel est à la fois victime de ses pulsions, en même temps qu'il est terrifiant, puisqu'il impose le pire aux autres. Les amis. Mais comment reprendre la parole après un tel justement, on peut laisser tomber. Ouais, je crois que tout est dit. Vous êtes d'accord, Bruno? Oui, quelque part, c'est vrai que dans les profils, on le voit même dans les campagnes et autres, dans les petits villages et tout, on a souvent on dit l'idiot du village, mais qui est capable de tout, mais qui fait rien en fait. Mais il y a des gens effectivement dont on voit pas sur le visage la capacité, ou je sais pas, on ressent pas évidemment le gars qui va passer à l'acte, quel que soit l'acte. Donc c'est vrai que c'est une vraie question qu'il faut se poser, et encore une fois, le caractériser en tant que tel, c'est pas évident, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on vienne à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale. À la morphopsychologie. Ouais. C'est-à-dire que on voit quand même dans les yeux, dans le visage, dans la manière de se comporter de certains, une problématique particulière. Alors je dis pas qu'ils sont des assassinés, mais et pour certains, ça se voit, ça se sent, ça se sait, et tout flic le dira. Pour d'autres, on est complètement surpris. Par exemple, pour Landru, qui était pour la femme au foyer, pour lui, il y avait des problèmes. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe sur moi, ça me, en fait, en réalité, ces interviews du voisinage, ça me gonfle souvent, quoi. C'est-à-dire, c'est le type, c'était un gentil garçon, ou la dame, hein, un gentil garçon et ça surprend tout le monde. En fait, en réalité, quand l'enquête suit son cours, il y a quand même des signes précurseurs. Sauf que les voisins ne les voient pas, ils sont pas là pour ça non plus. Donc c'est le comportement. C'est la même chose avec les acteurs du terrorisme. Je l'appelle les acteurs du terrorisme. La taquia, les mecs qui se fondent dans la société normalement, qui font le pire, ils sont capables de faire le pire après. On l'a vu malheureusement. Mais l'occultation de ce qu'ils sont. Il n'y a pas toujours. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger. Il n'y a pas toujours déjà les gens qui vont dire mais il était très gentil, etc. Systématiquement. À chaque fois qu'on interroge le voisinage. Moi, j'ai vu des cas où ça s'est pas passé pour la meurtrière de Lola. J'ai pas vu ça, il me semble. Alors j'ai raté des épisodes. Elle était très singulière, c'est vrai. Oui, le tueur de Philippines, à côté de la fac Dauphine. J'ai pas vu non plus des gens qui en disaient du bien. Donc c'est pas dans tous les cas. Alors pour avoir travaillé en milieu carcéral, j'ai même vu, comme je vous vois, un des plus gros tueur en série français, mais que j'ai pas eu comme élève. Lui, quand je l'ai vu, son regard m'a glacé. Des noms. Il était en prison. Il était en prison. Il était entouré par les hommes du RAID ou GIPN. Il était extrait pour aller au palais de justice. C'est pas pareil. Il avait des menottes, mais son regard m'a glacé. Ça, c'est la morphopsychologie. M'a glacé. Ça, c'est la morphopsychologie. Ne parlez pas en même temps, on ne comprend pas. En revanche, j'ai eu des élèves pédophiles. Je peux vous dire qu'à l'époque, mes enfants étaient jeunes. Je n'aurais jamais imaginé ça d'eux, et ils auraient fait partie de mes amis, j'aurais pu leur laisser à garder mes enfants. Vous voyez un peu, donc c'est oui et non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Michel. Il y a une partie de morphopsychologie, et il y en a, je leur aurais jamais laissé mes gosses, par exemple. Non, mais en plus, parfois, c'est des gens qui passent à l'acte parce que pour un coup de folie et qui n'ont pas d'antécédents. Donc, oui, mais là, certains, c'était des récidivistes en plus, c'est ça le pire. Et je l'aurais pas vu. Donc, c'est oui et non, c'est très compliqué. Et c'est vrai que je me dis qu'être morphopsychologue, ça doit être un métier absolument passionnant pour ça, parce que on va au tréfonds de l'espèce humaine, quoi. Je suis très heureux d'être ici. Triste, mon cher Philippe, bravo. Pardon. C'est ni oui ni non. Je vous prierai de rester poli. J'adore venir dans cette émission parce que j'en fais un peu de la morphopsychologie en vous regardant. Ouais. Et alors vos conclusions? Je le dirai hors antenne si vous voulez. Cécile est la plus belle d'entre nous. Ça, c'est d'une platitude. C'est même
pas tout à fait vrai. Tu vois. C'est comme dire que je suis le plus intelligent. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais à l'Assemblée nationale de la morphopsychologie. Ah oui, de quoi ? Et puis je peux vous dire que bon non, je m'arrête là. Arrêtez-vous là. Hors antenne, je vous donnerai des noms. On veut pas de problème avec la cavalerie, nous. Allez, Philippe David, les partis politiques n'ont ni d'idées ni de posture. Alors ils n'ont plus d'idées, mais ils n'ont plus que des postures. Alors moi, c'est les informations, ne serait-ce que sur les 10 derniers jours, qui m'ont mis hors de moi. Et puis c'est très transpartisan. Alors je vous prends un exemple. Le PS ne vote pas comme quoi les frères musulmans sont une entité terroriste. Mais Pierre Jouvet, un des représentants du PS, vient dans le studio de Sud Radio, me dit mais on l'a pas voté, mais bien sûr que pour nous c'est une entité terrorisme. Alors pourquoi vous l'avez pas voté? Alors les LR, si on entend Retailleau, ils sont dans l'opposition, mais ils sont au gouvernement et ils votent pas la censure. Alors ils sont dans la majorité ou ils sont dans l'opposition. Là aussi, on a Wauquiez qui tire à U, Retailleau qui tire à Dia, on est totalement en imposture. Le RN qui dit qu'il est prêt à Paris à s'allier avec Rachida Dati. Rachida Dati, du parti présidentiel, dont Gabriel Attal disait il y a 1 an et demi qu'il préférait voter LFI que RN. Il est prêt à s'allier avec Dati, mais pas à s'allier avec Sarah Knafo. Knafo, qui le soir du premier tour des législatives, appelait à voter partout pour les candidats RN. Où est la cohérence? Et enfin, on finira avec les macronistes, qui depuis le Covid nous parlaient souveraineté industrielle, etc. Et là, il y a 2 pépites françaises, une de l'armement LMB qui va passer dans des mains américaines, alors que la DGA, la Direction Générale de l'Armement, était contre, et Hexaïon, une filiale d'EDF, entreprise quasi 100% publique, qui va être vendue également, et là, silence radio, et moi je le dis, tous ces gens n'ont que des postures, ils n'ont pas 1 gramme de cohérence et pas 1 gramme d'idée. Vous avez totalement tort. Oh bah merci. Et vous participez, comme d'habitude d'ailleurs, à une sorte de chasse à la politique, chasse à l'homme politique ou à la femme politique, et vous confondez les choses. Il y a des stratégies, il y a des tactiques, il y a des comportements, il y a des rapports de force, mais ce ne sont pas seulement des postures au sens où vous prétendez que la posture, c'est une incohérence et une insincérité. Et pour le deuxième point, où vous considérez qu'on a commis des graves erreurs sur le plan de la cession de certains appareils, certaines industries, le ministre en question prétend qu'il a parfaitement réfléchi à la chose et qu'il a des dessins totalement rationnels pour les expliquer. Donc c'est le terme posture que je récuse chez vous. Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Hein. Ah, ouais. Mais vous prenez un fait correct et vous l'interprétez mal, ça je n'en disconviens pas. C'est bien. Jean-Michel Fauvergue. Oui, en fait, moi je pense, pour les avoir fréquentés, que on a un certain nombre de partis. Alors, les partis qui sont aux extrêmes, eux, ils sont contre les choses et ils font leur beurre là-dessus et ils arrivent à avoir des majorités maintenant, enfin beaucoup de gens qui votent pour eux parce que effectivement, ça va dans le sens de ce que pensent aussi les Français d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de solutions réelles qui sont proposées. Mais pour les partis qui étaient des partis de gouvernement auparavant, la problématique, c'est ça, c'est que eux aussi ont perdu leur boussole. Il n'y a pas de programme tout à fait clair sur le régalien, sur l'économie. On en parlait tout à l'heure. On les voit pas, ces programmes-là. C'est ce qui est dénoncé d'ailleurs dans l'ouvrage que j'ai écrit. On n'arrive pas effectivement à avoir des programmes clairs et on ne sait pas qui veut quoi. Certains s'allient avec d'autres. Vous êtes d'accord avec lui, donc oui, pas d'idée. Oui, bien sûr. Wauquiez qui s'allie pour faire passer le budget actuel, où il y a effectivement vos copains socialistes qui ont imposé un certain nombre de choses. Donc on sait plus il a tout cédé aux socialistes. Et ils n'arrivent pas à garder une ligne continue. Et ça perturbe les Français et ils vont le payer cash aux prochaines élections. Donc vous êtes d'accord avec le fait que ce soit des postures mais sans idée? Oui. Moi je suis pas complètement d'accord avec Philippe David parce que je prends un exemple. Parce que je le regarde depuis longtemps, comme on fait tous, on regarde la politique depuis des années et des années. Il y a un type comme Ciotti, avec UDR. Il a toujours eu une ligne directrice, il était à droite, LR, et ensuite il est parti vers ce qu'il tendait. Le parti qu'il a créé. Bon, lui, il est resté au moins sur son idéal politique, c'est-à-dire. Excusez-moi, mais pendant des années, il a dit aucune alliance avec le RN. Alors je vois pas où est la cohérence politique. À un moment, il a franchi le Rubicon. Mais ça a duré 20 ans. Oui, mais il a suivi sa ligne. Il s'est droitisé à bloc, mais il fait partie des seuls. Donc on peut pas taper sur tous les politiques en disant ils n'ont pas de boussole ou quoi que ce soit. C'est vrai que la société est quand même drôlement déstabilisée de nos jours.
dilué au centre. Mais c'est clair. Oui, mais ceux qui auraient le plus de stabilité, je dirais, je suis à l'encontre de ce que dit Jean-Michel, c'est l'extrême droite et à la limite même les fous et les filles. Mais pour rebondir sur ce que dit Philippe David, vous n'avez pas l'impression qu'il y a besoin de posture parce qu'il n'y a pas d'idées. Donc il y a besoin de se positionner. Il y a des idées, elles sont inaudibles en tout cas. Non, il y a des idées. Simplement ce que dénonce Philippe David, et là il n'a pas tort, c'est qu'en réalité on ne les suit pas. Il y a des idées au cœur des partis. Il est très clair, Bruno a raison, l'extrême droite, on sait ce qu'elle pense, l'extrême gauche, on sait ce qu'elle veut, mais ils ne développent pas jusqu'à l'extrémité souhaitable leurs idées. C'est cela le problème. Des idées, il y en a plein. Si vous avez les idées du PS, des LR, de tout ça, je veux bien les voir. Surtout, c'est que ça manque de stratégie politique sur tous les domaines. Aucune stratégie politique, par exemple, sur la lutte contre les stupes. Il n'y a jamais eu de stratégie politique. Il y a des stratégies opérationnelles. Il n'y a pas de stratégie politique. On ne s'est pas mis d'accord sur 5-10 ans pour lutter contre les stupes. Il n'y a pas de stratégie sur la politique d'immigration. Ce sont des coups d'éclat, c'est ça que vous voulez dire. Aucune. Mais ça varie. Et la problématique, c'est ça. C'est qu'avec la droite et la gauche, ça varie aussi. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas ces stratégies. Ça, c'est la conséquence d'une démocratie très fragile et fluctuante. Allez les amis, merci beaucoup. Ça n'est pas de la posture. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, le 0826 300 300, si vous voulez bien entendu participer à cette émission qui est faite pour vous. Dans un instant, l'info en plus. 36 associations et collectifs se sont donné rendez-vous ce samedi à Limoges pour défendre le rail dans le Massif central. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Avec nos vraies voix du jour, avec Philippe David, bien entendu, Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID et aussi auteur de ce livre, Ni capitulation, ni résignation, chez Fayard. Et le 0826 300 300, bien entendu, vous êtes les bienvenus. On sera ravis de vous accueillir et aussi ravis de vous offrir des cadeaux puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre montre homme ou femme de la marque Kelton. C'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. C'est vrai que avoir une montre, si vous n'êtes pas à l'heure, c'est un peu gênant. Envoyez donc pour remporter cette très belle montre Kelton. Vous allez envoyer maintenant un SMS. Vous écrivez Sud, S-U-D. Vous l'envoyez au 7 20 18, 7 20 18 par SMS. Et puis peut-être que vous serez tiré au sort à la fin de cette émission. Allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et 36 associations et collectifs se sont donc donné rendez-vous ce samedi à Limoges pour défendre le rail dans le Massif central. La colère de Centrin veut dénoncer l'abandon du Massif central par la SNCF. Et nous sommes avec François Delettra, président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonsoir François Delettra. Christian Roy qui est avec nous. C'est vrai, vous êtes trompé Philippe. Ah non, parce que c'était imprimé, il y a eu un changement. C'est Christian Roy qui est avec nous, pardon. Bonsoir Christian Roy, pardon. Vous êtes président de la fédération Agir pour la ligne Clermont, le Mont d'Or, Ussel et Tulle. Alors, le Massif central, il est totalement abandonné par la SNCF. De quelle manière? Pas assez de trains, des trains pas assez confortables? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que sur les lignes qui sont encore ouvertes, les trains sont vétustes, en particulier donc sur le Paris-Clermont, et les autres lignes sont tellement fermées. Donc la ligne qui va à l'ouest, qui va sur Tulle, elle est fermée, elle ne fait plus que le fret. Et la ligne sur Saint-Étienne est fermée entre Thiers et Bohain, donc toutes ces populations sont privées de train. Ces populations sont privées de train, mais par exemple, à Clermont-Ferrand, vous avez encore des vols en direction de Paris, par exemple? Oui, mais pour aller Clermont-Ferrand jusqu'à le Mont d'Or, prendre un avion, c'est difficile. Oui, ça va de soi, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est la voiture ou rien, on est d'accord?
Ah oui, aujourd'hui, de toute façon, 98% des déplacements ici se font en voiture. Ce qui est aberrant, parce qu'on a des lignes de train qui vont être réouvertes et qui, pour le plus grand bonheur de tous des populations, et elles sont irrémédiablement fermées. C'est assez désagréable. D'autant plus que nous, on paye des impôts. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Des coins qui payent nos impôts et on va rien revenir en retour. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Est-ce que allez-y. Ouais, j'entends bien qu'on paye des impôts pour ça, mais est-ce qu'il y a quand même une rentabilité des lignes? Est-ce que ces lignes sont susceptibles? Est-ce que c'est susceptible d'avoir du monde dans les lignes? C'est quand même la chose la plus importante, quoi. Bien sûr. Et la route qui passe devant chez vous, vous pensez qu'elle est rentable? Non, mais la route. En même temps, elle est faite, donc elle est payée. Elle est faite et chacun prend sa voiture à l'heure qu'il veut, etc. Tandis qu'il y a quand même des contraintes sur le rail. Et donc, est-ce que réellement, c'est une vraie question, ça. Est-ce que réellement c'est rentable et ça doit être réhabilité comme ça? Ou alors est-ce que ça va être un gouffre financier, encore une fois? Non, c'est pas un gouffre financier, puisque le gouffre financier, c'est la route. La route coûte 6 fois plus cher que le train. Le rail, c'est si on rouvre des lignes de chemin de fer, on fait de réelles économies. La route, c'est 300 milliards d'euros par an pour les Français. Ah oui, la voirie, tout ça. Mais moi, je prends des TER, on est 3-4 dans les TER. Le train, c'est 65 milliards d'euros. Donc, vous voyez l'énorme fossé qu'il y a entre la route et le train. Si on remettait des trains en route et qui permettent aux Français d'utiliser le train plutôt qu'en voiture, on ferait de très très importantes économies. Est-ce qu'il faut sanctuariser quelques lignes ferroviaires en France? Il ne faut pas sanctuariser, il faut tout rouvrir. C'est pas du tout la même chose. Les voies de chemin de fer, comme par exemple celle qui vient de fermer en Creuse, Felletin-Busseau, c'est une aberration puisque toutes les gens qui sont autour de cette ligne sont spoliés d'un moyen de transport efficace. C'est un bassin de combien de personnes, Christian Roy, aujourd'hui? Sur notre ligne que je connais bien, donc Clermont-Ferrand, Le Mont-d'Or-Ussel-Tulle, il y a 5500 pendulaires jour, c'est-à-dire des 5500 allers-retours entre notre territoire et la métropole. Ah oui, quand même. Si on met en place des trains et qu'on ne capte que 20% des trajets, donc ce qui est peu, on arrive à 1600 personnes par jour, ce qui représente une bonne trentaine de trains. Ouais. Donc si on rouvrait la ligne aujourd'hui, elle serait rentable. Ouais. Alors est-ce que, pardon, excusez-moi Philippe, le maire de Belleflot, oui, justement, est-ce qu'on peut pas substituer le train? Alors bon, je suis totalement d'accord avec vous parce qu'on abandonne la province, etc. On n'est que Paris et les grandes agglos, le reste on s'en fout complètement, on laisse crever le milieu de la France et même nos secteurs à nous, puisque moi je suis dans l'Aude, je suis maire d'un petit village, mais on a substitué le manque de train par du transport en commun. Est-ce que c'est le cas chez vous ou pas, ou est-ce que c'est une solution intéressante? Ah non, pas du tout. Quand vous prenez le bus par chez nous, c'est impossible. On est secoué, on peut pas travailler dans un bus. Tandis que dans un train, avec une ligne correctement faite, qui est le cas d'ici, puisqu'elle est neuve, et il n'y a aucun problème. Vous pouvez travailler. Quand vous êtes dans un bus ou dans une voiture, vous perdez du temps. Quand vous êtes dans le train, vous en gagnez. Donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, on est très heureux de vous avoir donné la parole, Christian Roy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la fédération Agir pour la ligne Clermont, Le Mont-d'Or, Ussel et Tulle. Et bien entendu, on suivra ce dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, le bon Flavio. Et ça, on aime quand ça retentit, c'est comme ça, parce qu'on sait que derrière, il va se passer quelque chose avec Flavio. Bonsoir Flavio, comment ça va? Bonsoir Flavio. Bonsoir, vous allez bien? Ben ça va. On va vous avoir en direct cette semaine. Exactement. Avec nous dans le studio, on est ravis. Et là, encore une pépite, j'ai envie de dire. Comment dire, une annonce qui paraît sur le coup fort intéressante. Et puis quand on creuse, il se passe des trucs quand même bizarres. Un peu comme toujours, un peu comme toutes mes annonces, Le Bon Coin et tous mes appels, on finit par découvrir finalement lors de l'appel avec le soi-disant vendeur ce qu'il en est. Mais on en a encore une belle, une pépite quoi. Ah là, la pépite. Allez, on l'écoute tout de suite. Oui, bonjour, je vous appelle pour le camion, toujours disponible? Oui, toujours dispo, oui, tout. Dis-moi tout. Ouais. Je voulais juste vous demander, parce que j'ai vu sur l'annonce, il y a marqué 2 contrôles techniques disponibles, ça veut dire quoi exactement? Alors, j'explique. L'auto, c'est pour mon cousin, c'est pas pour moi, c'est par rapport à ce qu'il y a à faire dessus, tu vois. Donc, tu vois ce que je vais faire dessus?
Mais c'est par rapport à mon cousin, tu vois. Je comprends pas trop. Voilà. Pourquoi il y a 2 contrôles techniques sur le même véhicule? Non, mais on est honnête chez nous, mon cousin, t'inquiète pas, tu te poses trop de questions, là, la bête, elle est devant toi, elle passe pas. Tu vois les choses à faire sur l'auto, tu viens voir comment c'est, et une fois que tu as vu comment c'est, bah, tu reviens et t'es tranquille, y a pas de problème pour ça. Tranquille dans quel sens? L'auto, pour la mettre à ton nom, le contrôle, il faut qu'il soit positif. Donc pour toi, au moins, si t'as pas de problème par rapport à ça, l'auto, il y a quelques bricoles à faire, tu les fais dessus, et puis voilà, il faudra pas venir, ouais, s'il y a déjà ça, tu vois, mon cousin, faut pas m'embêter, moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un contrôle technique qui est arrangé et qui est positif pour pouvoir faire les papiers du véhicule, et un deuxième contrôle technique qui, lui, par contre, indique les vrais problèmes du véhicule. Eh ben, t'es un champion, t'as tout compris, mon cousin. C'est exactement ça, t'as tout compris. C'est pas mal, je vois. Mais donc, on est des hommes honnêtes, hein, chez nous. Eh, moi, je te le dis, hein, tu viens chez moi, t'inquiète pas, tu prends un café, tu vas voir qui je suis, le personnage, tu fais avec des billets dans la poche, pas la banque ou quoi. Nous, c'est tout à la main, tout à la confiance. Nous, c'est tout bien. Je vais quand même réfléchir si jamais je vous rappelle si je suis intéressé, hein. Tu me tiens au courant, je suis dispo, SMS appelle, y a pas de problème. Tu m'étonnes qu'il est dispo. Énorme. C'est énorme, bravo. Bravo, Flavio. Et la confiance, hein, Flavio, hein, surtout. Oui. Hein. Oui, c'est surtout entre cousins. Oui. C'est normal. Bah, je vois que vous avez une grande famille, Flavio. C'est ça, c'est toute la confiance chez nous. Ouais, mais bien sûr, soyez confiants. Il y a deux trucs, puis il y a deux, trois trucs. On vous expliquera quand vous achèterez la voiture. J'ai l'impression, Flavio, vous pourriez lancer un site internet qui s'appellerait Le Mauvais Coin. Non. Parce que comment? C'est une bonne idée. Je prendrai les droits d'auteur. Ouais, c'est ça. On vous voit quand, Flavio? Demain? Demain, ouais. Yeah, demain en studio, ça nous fait plaisir. Et encore plus que d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Vivement demain. Allez, soyez les bienvenus. On vous souhaite la bienvenue. En tout cas, on sera ensemble dans quelques instants jusqu'à 19h avec le coup de gueule de Philippe David. Et on parle de quoi? Il n'y a pas qu'à la faculté de Rennes 2 que le déconomètre fonctionne à plein tube, mais aussi à l'école des Beaux-Arts de Mulhouse. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va, Philippe Bilger? Ça va. Parfaitement. Entre deux policiers de qualité, comment ne pas me sentir en pleine forme? Il se mouille pas trop de qualité. Je pourrais être coincé, mais non, je suis bien. Ah bah très bien. Jean-Michel Fauvergue, ça va? Moi ça va bien, entre un magistrat et un ancien policier de qualité. Oh là là, il y a du lèche-bosse. On dirait le grand échiquier. Oui, c'est ça, ça pourrait être et Monsieur Pomar, comment ça va? Moi je suis très content, vous savez, d'être ici à Sud Radio avec vous, mes amis. Vous savez combien j'essaie de relever le niveau des chroniqueurs. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à venir. Je vais me retrouver aussi bas. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est pas vrai, c'est fou, hein. C'est une thérapie chez vous ici, c'est ça qui est bien. Vrai. Philippe David, vous êtes prêt? Moi prêt. Voilà. Pour râler, je suis toujours prêt. Eh ben allons-y. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Mulhouse, sous-préfecture du Haut-Rhin. Pourquoi Mulhouse? Parce que le comportement de certains étudiants dans un établissement d'enseignement supérieur nous a démontré, après mon coup de gueule de vendredi sur Rennes 2, que les comportements peuvent être aussi honteux en Alsace qu'en Bretagne, mais peut-être est-ce la froideur hivernale qui met certains cerveaux en hibernation. En effet, jeudi dernier, au sein de la Haute École des Arts du Rhin, une piñata d'un genre un peu original s'est tenue. Une piñata, c'est, selon le petit Robert, je cite, un récipient en papier mâché que les enfants doivent frapper avec un bâton, les yeux bandés, afin de le casser et d'attraper son contenu, friandises, petits cadeaux lors d'une fête au Mexique. Et à croire que certains étudiants de cette école ont soit forcé sur la bière ou le vin d'Alsace, ou sur la tequila, ou même les trois, la piñata filmée montrait un véhicule de police qui se faisait défoncer à coups de bâton. Un véhicule de police dont la plaque d'immatriculation comportait 4 lettres, sans les 3 chiffres réglementaires au milieu, ACAB, All Cops are Bastards, tous les flics sont des salauds, dans la langue de Shakespeare. Une scène qui a choqué une adjointe au maire qui assistait à la scène, au point que la municipalité a saisi le procureur de la République. Une scène pas choquante pour le responsable de la communication de l'école qui a déclaré:
accrochez-vous bien. C'était vraiment une performance artistique qui s'inscrit dans un travail pédagogique sur le carnaval. On regrette la réaction épidermique face à une information qui n'est pas contextualisée. C'est un symbole. Il n'y a pas d'action visant à blesser ou à insulter. Fin de citation. C'est vrai que traiter toute une profession de salaud ne vise absolument pas à la blesser ou à l'insulter, surtout en agrémentant le tout de coups de bâton. Pour ce qui est de qualifier de performance artistique ce type de spectacle, je laisse chacun juge. Pour le travail pédagogique, on espère simplement qu'ils ont ajouté au coup de bâton le cours de confection de cocktails Molotov. Ce serait vraiment dommage de ne pas donner tout son sens à un tel cursus. Je me demande comment vous faites, mon cher Philippe, en n'économisant jamais votre indignation pour savoir la renouveler de manière aussi talentueuse à chaque fois. Je le dis sans ironie, parce que moi j'ai tendance à l'économiser. Parce que à chaque jour, quand vous nous annoncez certaines choses, je suis effaré. Je comprends que malgré mon expérience d'avocat général, je crois que je suis partiellement naïf. Je me dis que la bêtise humaine ne peut pas atteindre certains sommets, et pourtant à chaque fois cette bêtise atteint des élévations que je n'imaginais pas. C'est scandaleux. Et l'homme qui ose justifier avec un langage, mais avec un langage, c'est le responsable de la communication de l'école de Mulhouse. J'en profite pour dire que ce week-end, une hôtesse de caisse m'a dit: j'adore les coups de gueule de Philippe David. Ah bah merci, ça me touche beaucoup. Je le tiens, je le dis. J'avais dit que je lui dirais à l'antenne. Merci. C'est sous tutelle de l'éducation nationale, c'est privé, ça. C'est une école supérieure, mais qui a des fonds du conseil régional, notamment. Ouais, bon, donc le conseil régional, déjà, il devrait leur couper les fonds. Il y en a qui demandent qu'on coupe les fonds d'ores et déjà. Il faudrait porter plainte, déjà. Ce que dit très justement... Le procureur est saisi, Ce que dit très justement Philippe Bilger, je ne sais pas comment tu fais, évidemment, pour trouver des mots à ces gens-là, parce que à commenter, c'est à gerber, quoi. C'est à gerber, d'autant plus que... Moi, vous le savez, excusez-moi de ramener un peu à ce que je fais au quotidien depuis 35 ans, de renouer le dialogue entre les jeunes et les institutions, à essayer de passer du positif auprès de la jeunesse, des plus jeunes et même des moins jeunes d'ailleurs. Et quand je vois ça, c'est écœurant. C'est de l'ultra-gauche sans aucune... vous voyez, j'ai même pas de mots pour répondre, parce que tellement c'est dégueulasse. C'est dangereux pour pour la vie des... En tout cas, des policiers. On va chercher loin dans le temps, puisque il y a une tradition bien française, et malheureusement bien française, qui était que Guignol bastonne le gendarme, devant les gosses, qui applaudissaient, qui criaient, qui voyaient ça de manière sympa. On n'en est plus là, et maintenant ça... Alors oui, la connerie à titre personnel, on peut de temps en temps l'expliquer, tiens, il y a eu un passage à vide, etc. Mais là, c'est la connerie en bande organisée, dans une école. C'est quel article du code pénal dans une quand école il sera président, il y en aura un. Mais c'est terrible. Et pourquoi à chaque fois des bagnoles de flics, les flics qui sont là pour protéger la population? Moi, ça commence à bien me gonfler, ces affaires-là. Je pense que la bastonnade, elle est du mauvais côté, quoi. À un certain moment, il faut arrêter un peu toutes ces conneries-là, et il faut arrêter ensuite les justificatifs derrière. Parce qu'on est sur la connerie en bande organisée, mais en plus, on a les gens qui sont responsables, au lieu de faire... Et bien pensant. Au lieu de faire des plates excuses, eh bien non, ils arrivent à trouver un prétexte. Mais il y en a marre de ça, il y en a vraiment marre. Est-ce que ça participe à la banalisation de la violence bien sûr, et de la haine anti-flic. C'est vrai que ça participe. C'est que c'est à l'origine. À partir du moment où vous avez tous ces gestes-là qui sont dirigés vers ceux qui sont chargés de protéger. Alors, il n'y a pas que les flics, il n'y a pas que nous, il y a aussi les pompiers, etc., qui sont caillassés maintenant. Les institutions. Toutes les institutions. Les médecins, le SAMU. On a renversé les valeurs de notre République. Et c'est ça qui n'est plus défendu par les partis politiques. On a renversé ces valeurs de la République. C'est ce dont je parle, moi, dans ce bouquin-là. J'en ai marre de ça. Il faut réagir là-dessus. Il faut avoir un vrai programme. Ils produisent quoi, cette haute école des arts? Des Beaux-Arts. C'est la haute école des arts du Rhin. Il faudrait de nous montrer ce qu'ils font, tous ces oeuvres-là. Non, mais ce qui est intéressant, c'est celui qui a eu l'idée à la base, parce que celui qui tape, il est voilà, c'est un mouton, mais validé par le prof, et qui a et qui en plus ils sont un peu idiots, puisqu'ils filment et ils mettent sur les réseaux sociaux. Ça devrait être un appel à la haine. Ça pourrait être juridiquement, ça pourrait être. J'ai hâte de voir ce que le procureur va dire. Soit il classe sans suite, soit il ouvre une instruction. C'est ça. J'ai bien peur. À voir. Il fait une enquête. Oui, il fait une enquête. Ça s'appelle à la haine, ça peut être considéré comme. On peut, bien sûr.
Bien sûr. Absolument. C'est scandaleux, quoi. Bon, écoutez, on en parlera de toute façon, on entendra parler, bien entendu, en tout cas j'espère. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Le 0826 300 300, soyez là. Zach est là au 0826 300 300 si vous voulez, bien entendu, parler et échanger avec nos vraies voix. Tout de suite, et si vous étiez ministre? Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. De nous pour cette émission du lundi, Bruno Pomarge, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et vous au 0826 300 300. Et dans quelques minutes, le qui c'est qui l'a dit. En entendant, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre, par exemple, des sports? Et c'est Dominique du Roussillon qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Monsieur le Ministre. Nous avons très envie, puisque vous venez d'être nommé, en tout cas il y a 2 secondes, de savoir quel sera votre programme, Monsieur le Ministre. Alors mon programme va être très simple, Cécile. Première des choses, moi, ministre des Sports, je me dégage immédiatement de l'organisation des JO d'hiver 2030. D'accord. Deuxième chose, moi, ministre des Sports... Oh là là, on vous entend pas du tout. Attendez Dominique, on vous entend pas du tout. Est-ce que vous êtes... mettez-vous à côté d'une fenêtre ou quelque chose qu'on vous entende mieux. Vous montez sur la fenêtre. Ouais. Sautez. Est-ce que vous attendez encore? Déjà une obstruction. Ah, c'est on vous en... Alors, on vous entend pas du tout. Non, il y a un problème là. Faut qu'il enlève le haut-parleur. Ah ouais. Vous avez demandé à la police, ne quittez pas, on vous la passe. Dominique? Oui, je suis toujours là. Ah ben, on vous entend pas du tout, du tout. Allô Dominique? C'est haché. Oui, je suis là, moi, je suis là. Alors, attendez, ce ne qu'on va bougez faire. plus. Alors, Dominique, vous bougez pas, on va faire le qui c'est qui l'a dit et on vous reprend juste derrière et on trouve un meilleur endroit, en tout cas pour vous entendre. Allez, tout de suite, le qui c'est qui l'a dit et le ministre dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on démarre avec le qui c'est qui l'a dit et qui c'est qui va gagner, on ne sait pas en tout cas. Bruno Retailleau est à la croisée des chemins et doit choisir entre l'alliance avec les socialistes et l'union des droites. Ciotti. Bonne réponse de Bruno Pomar. Bravo, président de l'UDR. Regardez, il y a peut-être qu'il faut les Qui c'est qui l'a dit? Les conséquences dramatiques de la colonisation n'ont jamais été reconnues. Ciotti. Non. Il n'y a jamais 2 fois le même. Il n'a jamais été reconnu. Oui. Ouais. Ah ben c'est Bompard. Non. Bah non. C'est une femme. On parle d'Algérie. Ah merde, Femme. Ah, c'est Ségolène. Bah Bonne oui. réponse de Philippe Bilger. Elle revient d'Algérie. Il était la semaine dernière. Vous avez mal aux dents, Philippe? Non. Pas du tout. Elle a pu rentrer. Quand j'étais comme ça à l'école, la main sur la main, je me disais, vous avez mal aux dents, Madame de Ménibus? Non, mais tu vois. Qui c'est qui l'a dit? Ni de droite, ni de gauche. C'est un budget imparfait. Fort, le cornu. Non. Pas du tout. Fort, Montchalin. Non, c'est un chef de groupe Un parlementaire. chef de Ouais. groupe. Très grand. Très grand. Très grand, Édouard Philippe. Non. Plus grand même, je pense. Encore plus grand. Un ancien C'est patron pas de région. compliqué. Ah, Bouquet. Bonne réponse de Bruno Pomar. Quel talent ce flic. Ah, c'est vrai. Qui c'est qui l'a dit? L'Union européenne organise l'impuissance collective. Chenu. Non. Marion Maréchal. Non. Non. Chef de parti. Ah, il y en a. Bardella. Bonne réponse Bien de sûr. Philippe Bilger. Le parti de Chenu. Qui c'est qui l'a dit sur le budget? C'est un moment crucial et j'appelle nos amis socialistes à ne pas oublier que nous sommes dans l'opposition. Bompard. Non. Non. Non, c'est une femme. Non. Une femme, bien C'est sûr. Une femme. Panot. Non. Nos amis socialistes. C'est souvent une rivière d'imbécilité. Ah bah ouais. Oui, Ça nous c'est aide pas, elle. ça, hein. Rousseau. Bonne Bah oui, réponse de Rousseau. Philippe Bilger. Et pourtant, je la défends en général. Rousseau, Oui, les Ruisseau. références. Il y a des références. C'est pas Jean-Jacques. hein. Ah, c'était Ruisseau que vous voulez. D'accord. Elle est Faut aller chercher loin, le truc. Bah, il faut Philippe, qu'on- il a tout de compris. suite, Voilà, mais c'est ça. Cécile, on Qui a une c'est complicité. qui l'a dit? Alors là, c'est un politique très connu, mais qui n'est plus de ce monde. On revient un peu dans les prix de l'humour politique ces dernières années. Chirac. Les affaires au cul, ça se soigne comme les hémorroïdes. Chirac. Non. Non, il aimait les chaussures. Il aimait beaucoup les chaussures. Président de la République. Les chaussures, attends. Comment il s'appelle Dumas. Bonne réponse Roland Dumas. de Roland Philippe Dumas. Bilger qui n'est pas à côté de ses pompes. Voilà.
Question. C'était facile, ça. Question qui c'est qui l'a dit? Les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes. Ce n'est pas un homme politique, mais un homme, un génie de l'écriture. De l'écriture des pièces de théâtre. Qui aimait bien tacler les femmes. Bien sûr. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Quand c'est un peu culturel, il faut se... Ah ouais, alors là, tu me étonné. Alors là, pour moi, c'est le roi... vous en voulez une de cinéma? Ouais. Ah ben très bien, c'est parti. C'est dans quel film? C'est bien joli d'avoir 20 ans et la cuisse longue, mais ça ne suffit pas pour vous donner du talent. Un film français mythique. Mais vous voulez qui a été l'objet d'une pièce de théâtre aussi. Qui est une pièce de théâtre au départ. Qui a été un carton aux États-Unis au début des années 80. La vie est un fleuve tranquille. Non, une pièce de théâtre. Allez, je vous donne un... Renato. La cage aux folles, il a été plus rapide. Non, Philippe, arrêtez. Asseyez-vous. Non, il a été plus rapide. Mais si. Mais non, Philippe, vous plaisantez. Non, tu es... Regardez. Non, mais... Allez, les amis. Le truc culturel, c'est quand même... On retourne le ministre. Notre ministre, qui est de nouveau là. Allez, notre ministre. Oui, bonsoir, excusez-moi. Je suis désolé, c'est Laurent Wauquiez qui brouille la communication. Monsieur le ministre donc, des Sports, vous nous disiez, vous nous expliquiez votre première, en tout cas ce que vous avez envie de mettre en place. On vous écoute. Alors, comme je vous le disais, moi, la première des choses que je ferais, je me désengagerais des JO d'hiver 2030. Ça serait ma première mesure importante. Okay. Je l'expliquerai, parce que j'expliquerai au public que nous n'avons plus les moyens financiers de les organiser. Créer un village Potemkin une fois de plus pour masquer notre réelle situation qui bénéficie uniquement à la brillance d'élus locaux. Vous êtes d'accord avec moi que ça peut plus durer. Il faut quand même faire attention dans une France qui aujourd'hui n'en a plus les moyens. Mesure suivante, je pense que j'expliquerai que les 1,4 milliard annoncés sont largement sous-évalués. On sera plus à 8 milliards. Soit le budget d'une restructuration globale de notre système de santé et du maillage territorial. Vous êtes d'accord avec moi, Cécile, que nous devons absolument nous rendre dans cette voie-là et non pas continuer à dépenser l'argent des contribuables inopinément. Moi, ministre des Sports, j'investirai sur la lutte contre l'obésité qui ronge notre société en remettant de l'activité physique au premier plan des priorités. De belles économies. Je pense que notre système de santé et surtout les économies pour la sécurité sociale seraient chiffrées aux alentours de 10 milliards. D'accord. Les Anglais qui ont fait la même chose lorsqu'ils ont eu les JO en 2012 ont réussi à diminuer leurs dépenses de santé de 10 milliards. On n'est pas plus con que les Anglais. On cuisine beaucoup mieux. Poser la question. J'espère. Moi, ministre du Sport, je formerai des personnels encadrants pour promouvoir le sport chez les plus jeunes, mais aussi sur le public du troisième âge. Et ça au niveau national et de manière vraiment très opiniâtre. Parce que la mobilité articulaire et l'activité cardiovasculaire permettent de conserver la mobilité ambulatoire et donc de conserver les gens chez eux et éviter de les envoyer dans des mouroirs qui aujourd'hui font de la peine à tout le monde. On appelle ça des EHPAD. Mais quand on a eu, comme moi, une maman en EHPAD, on sait que c'est très difficile. Ouais. Et pour finir, moi, ministre des Sports, j'expliquerai à Nicolas Sarkozy qu'il ne faut pas remonter ses chaussettes de tennis aussi haut quand il fait du footing sur ses mollets, et puis qu'il devrait refermer l'angle d'attaque de ses pieds parce que ça lui donne une démarche de coureur en canard, et ça, c'est complètement préjudiciable à l'image de la France. Exactement. Donc, je pense qu'avec toutes ces mesures, je serai le meilleur ministre des Sports que la France attendait. Eh ben moi, je dis bravo. C'est bien vendu. Qu'il est bon, ce ministre. Ouais, incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? Il est excellent et en plus, il nous demande notre avis à chaque mesure. Alors, moi, je suis... Alors, pour les JO, je pense que c'est un peu tard, parce que c'est dans 4 ans et c'est nous qui avons gagné. Maintenant, faut assumer. Bon, je dois dire que je me suis pas senti visé par la lutte contre l'obésité, mais c'est comme ça. Et par contre, est-ce que vous faites une mesure de lutte contre la tricherie ou qui c'est qui l'a dit? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un... vous avez raison, c'est du sport. Bah oui, c'est du sport. Intellectuel. Je précise. Intellectuel. Alors moi, président, je prends Dominique comme ministre des Sports. Bah ça c'est bien. Mais sur les JO, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Parce qu'il faut voir les retombées, les retombées économiques. Enfin, ça va nous coûter. Tu vois, la mégalomanie déjà, il prétend vouloir être président de la République. Déjà, il passe il va se faire une grande tour après à Paris. Bon, déjà, ceux qui vont tomber.
Non, mais il a bien parlé. S'occuper des anciens, faire du sport aux anciens, etc. C'est important. Moi, d'accord, ce matin, je ne faisais pas de réfléchi à son programme. Oui, c'est bien chialé, comme on dit. Bon, en tout cas, moi, j'aime la voix, j'aime la dynamique, j'aime les propositions. J'adoube Dominique du Roussillon, maire des Sports. Ministre des Sports. Je voulais le poste, mais je lui laisse. Non, bien sûr, parce qu'il est très très bon. Vous revenez quand vous voulez, monsieur le ministre. Vous êtes le bienvenu chez nous. Eh bien, écoutez, j'arrive, je suis avec mon chauffeur et j'ai tout mon cortège là qui se dirige droit vers Paris. Donc, je suis bientôt chez vous, je vous embrasse. Il a bien compris. Faites attention aux chaussettes, comme Sarkozy. En tout cas, il est bien dans le costume. Oui, allez. Déjà, chauffeur, garde du corps et tout. Merci, monsieur le ministre Dominique de Roussillon. Merci d'avoir joué, en tout cas, le jeu avec nous. Vous restez avec nous dans un instant. La question du soir. On va revenir sur les forces de l'ordre, puisque près à Nantes, 3 policiers ont été grièvement blessés après un refus d'obtempérer et avec un pronostic vital engagé pour certains. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et c'est avec Bruno Pomar, Philippe Bilger et Jean-Michel Fauvergue que nous sommes ici avec vous au 0826 300 300 avec Philippe David, bien entendu. Cécile. Oui. Est-ce que vous pourriez annoncer le score, s'il vous plaît, du qui c'est qui l'a dit? Philippe Bilger a gagné 4 points. Vous avez 3 points et Jean-Michel Fauvergue. J'ai le tableau d'affichage. Non. Il n'a pas 4 points. Si, il a 4 points. Moi, j'ai un seul point, mais sur la question culturelle. Quoi. Les amis, vous savez que ça n'intéresse personne. Mais c'est insupportable. Il a gagné. Ouais. Il a gagné. Bien sûr. On peut y aller ou on peut y aller? Non, je suis un peu vexé encore une fois. Ouais. La prochaine fois, vous gagnez. On vous mettra 10 points d'avance. Allez, tout de suite, la question du soir. L'état de la voiture de police ne laisse aucun doute. La collision a été d'une extrême violence. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Il est près de 23h hier soir lorsqu'un homme refuse un contrôle de police. La course-poursuite se déroule près de Nantes, en Loire-Atlantique. L'homme emprunte cette bretelle, puis fait demi-tour et finit par volontairement percuter de plein fouet l'une des voitures qui le poursuit. Un autre événement similaire a eu lieu presque au même moment, 400 km plus loin, en Seine-et-Marne. Plusieurs individus ont volontairement percuté des policiers de la BAC. Là encore, 3 agents ont été blessés. Le juge de paix, c'est les résultats, c'est tout. Les vraies voix Sud Radio. Et donc les 3 policiers à bord ont été grièvement blessés. Ils ont été volontairement percutés. C'est ce qu'a déclaré Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Avec cette question, les forces de l'ordre sont-elles démunies face au refus d'obtempérer, Philippe? Eh bien, vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors je me tourne forcément vers des ex-policiers. Bruno Pomar, une situation extrêmement grave. Là, pour le coup, il se retourne contre eux et volontairement il les percute. En fait, on a l'impression qu'on monte à chaque fois d'un cran. Et juste un chiffre, 28 000 refus d'obtempérer, on était à 25 000 l'année dernière, 3 000 depuis. Toutes les 20 minutes. C'est insupportable. Nos policiers font ce qu'ils peuvent parce que quand j'entendais M. Mélenchon qui nous expliquait, et la France Insoumise qui nous expliquait, il faut laisser partir les gars, surtout pas les interpeller, parce qu'il y a beaucoup de risques, ben non. Les policiers sont là pour interpeller ces gens-là qui sont un danger pour la société, pour nos enfants, sinon, pour nos familles. Sinon, c'est le Far West. Ben, sinon, c'est le Far West. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un travail considérable à mener de la part des syndicats, qui le font déjà en partie, mais au niveau législatif, et c'est là où je pense que Jean-Michel Fauvergue, quand il était député, il aurait dû encore rajouter ça à sa loi sur la sécurité globale. Paf, ça, j'ai envoyé un speed. En disant que, juridiquement, le contact tactique, on le fait en Angleterre, ça marche très bien. Ça marche. Il n'y a pas... On l'autorise en France pour certains cas bien précis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection juridique. C'est là où le bas blesse. Donc j'aimerais bien avoir l'avis de mon ami Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel, justement. Je vais vous le donner. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Oui. Je ne suis pas d'accord avec le législatif. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un truc, on renvoie au législateur faire une nouvelle loi. Non, il faut appliquer les lois qui existent aujourd'hui. Et qui c'est qui doit appliquer les lois dans ce domaine-là, au niveau pénal? Ce sont les magistrats. On parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé à Nantes. Je tiens à vous signaler que la Cour criminelle de Loire-Atlantique, donc de Nantes, a condamné un flic, un policier, de 7 ans de réclusion avec mandat de dépôt. Ce flic-là avait été renversé
par un véhicule qui était conduit par quelqu'un qui avait un mandat d'arrêt et vol en bande organisée, eh bien et donc il y a eu coup de feu et malheureusement la mort du conducteur, eh bien c'est le flic qui a été condamné à 7 ans de réclusion avec mandat de dépôt. Donc on a une problématique là. C'est pas qu'il n'y a pas de loi, c'est que les flics sont surexposés et en particulier par les avis des magistrats. Donc ils sont présumés coupables quoi qu'il arrive. Avant quoi que ce soit, bien évidemment. D'abord, je n'aime pas cette manière d'évoquer une affaire sur laquelle on n'a aucun renseignement. Premier point. Deuxième élément, les refus d'obtempérer ne se déroulent jamais à partir de rien. À chaque fois, les gens fuient la police pour des raisons très précises. Troisième élément, là je vous rejoins, monsieur le futur président, c'est le fait que, en réalité, il est inutile de changer les lois. On les a simplement, il faut être impitoyable avec les refus d'obtempérer et avec les conséquences criminelles des refus d'obtempérer. Si la police a le droit d'utiliser toute la plénitude de ce que la loi lui autorise, il y en aurait beaucoup moins. Et donc, à partir de là, pardon, je termine. Il faut arrêter cette stupidité. À chaque fois que la police est dans son droit, d'ordonner à la fois une enquête disciplinaire et une enquête pénale. Qu'est-ce qu'on vient discuter le comportement d'un policier lorsqu'il est exemplaire? On n'a pas besoin de faire croire qu'il a commis une erreur. Allez, après c'est Pierre qui est avec nous. Ce qu'a dit Jean-Michel Fauvergue était effarant. Le policier qui se fait renverser, il fait feu et il prend 7 ans de prison. Ouais. Quand vous voyez l'affaire... C'est les magistrats qu'il faut changer. Oui, mais non, mais je dis comme ça, on ne sait pas. En cours criminel, ce sont les magistrats professionnels. Oui, mais bien sûr. Quand vous voyez la scène à Nantes, quand vous voyez la voiture de police, c'est un 3008 ou un 5008, tellement il est explosé. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Déjà, moi j'ai pensé qu'on ne pouvait pas survivre dans une voiture dans un tel état. Quelles peines vont prendre les coupables? Parce qu'a priori, ils ne sont pas décédés dans l'accident. Mais quand on voit Argenteuil, où un type multirécidiviste, pour refus répété, recèle faux documents, alors il est régulier en France, c'est un Syrien, multirécidiviste. Mais qu'est-ce qu'il fait encore en France? Qu'est-ce qu'on attend pour l'expulser? Vous avez la policière qui est la fenêtre ouverte, le type roule, il la traîne, etc. Je peux vous dire que dans certains pays, à commencer par les USA, je peux vous dire que le type, il faisait pas 5 mètres en voiture. Pas 5 mètres. Et moi, aujourd'hui, je vois nos policiers et nos gendarmes sont abandonnés. Abandonnés, il n'y a pas d'autre mot. Allez, Pierre était avec nous de la Grande Motte, la Grande Combe. Je vais y arriver. Je suis complètement déboussolé, moi. Je suis ému certainement par ce sujet. Pierre était avec nous. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir à vous tous. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre avis, mon cher Pierre? Eh bien, alors la première, c'est très important pour moi déjà de vous dire que le métier de policier que je connais très bien, n'étant pas policier moi-même, mais je n'ai beaucoup autour de moi, à différents niveaux d'ailleurs, gendarmerie, police municipale, police nationale, donc j'ai de la chance en quelque sorte d'avoir des remontées un petit peu de tous ces côtés. Je voudrais dire, le métier de policier, c'est un métier dangereux. C'est un métier très dangereux. C'est pas un métier anodin. Donc, aujourd'hui, les policiers se retrouvent exposés face à des situations dangereuses, c'est malheureusement, ça fait partie de leur métier. Et puisqu'on a un magistrat aussi sur le plateau, je voudrais souligner qu'il existe quand même un différent délit de refus d'obtempérer. Il y a le refus d'obtempérer qu'on va dire classique, qui d'ailleurs était en baisse ces dernières années, qui a explosé un peu plus en 2025. Mais là, on parle de refus d'obtempérer aggravé. Oui. Il y a une nuance, c'est très important quand même de la souligner, ça. Et alors, je voudrais aussi faire remarquer que au-delà de ça, on vit dans une société dont tous les codes et les repères moraux qui sont affichés tous les jours par l'information, par les médias, qui sont accessibles à tous, notamment sur les réseaux sociaux, des vidéos, des caméras et autres, où tous ces repères moraux, ces repères, on va dire, d'intégrité sociétale, de code de vie en société, sont fracassés. On retrouve des présidents de la République multi-condamnés en prison, on retrouve des sénateurs qui droguent des femmes pour les violer, on retrouve je ne sais quoi d'autre, des animateurs télé
condamnés pour des corruptions de mineurs qui ont des émissions de télé libre antenne à grande audience. On retrouve, et malheureusement, tiens d'ailleurs, on retrouve des vidéos de personnes qui sont interpellées, que l'on frappe à terre en tant que policier, et qui repartent les pieds en avant après une garde à vue. Alors, vous comprenez, tout ça, ça crée forcément des marasmes dans la société. C'est très difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible. C'est compliqué. Et d'autre part, je voudrais souligner aussi que il y a des policiers sur le plateau, ils savent très bien que leurs aïeuls eux-mêmes étaient peut-être même pas nés encore. Et enfin, jamais, depuis quand un délinquant respecte la police et la loi? Un truand, un délinquant, un trafiquant, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas respecter la loi, par définition, ça n'est pas dans son ADN. Donc, que ce soit aujourd'hui, hier, ou il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, un truand ne respectera pas la loi. Il s'arrêtera pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Pierre, parce que quand vous parlez avec les anciens, ils vous expliquent qu'il y a quand même chez les truands un code d'honneur qu'il n'y a plus. On parle pas des mêmes. Il y avait la peur du gendarme. Comme on disait, la peur du gendarme. Elle existait, ça existait, effectivement. Non, mais maintenant, ça, je suis d'accord, j'en ai connu moi-même. Jean-Michel, donc, je peux vous le dire, effectivement, ça existait. On dînait, mon père et d'autres anciens dînaient avec des policiers, et même à l'époque, des policiers pouvaient nous assister en cas de problème, parce qu'il y avait une très bonne entente entre la police qui respectait, elle aussi d'ailleurs, le travail, enfin, l'activité, on va dire, nébuleuse de certaines personnes. Bougez parce pas, que ça leur permettait de faire leur travail. Bougez pas, on va faire réagir autour de nous, et en l'occurrence, les policiers et les magistrats, c'est important. Oui, Jean-Michel. Oui, non, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Pierre, et en particulier sur la dernière partie de son discours, en disant depuis quand, effectivement, les malfrats respectent les règles. Non, bien sûr que non, ils respectent pas les règles, on le sait. Je vois deux choses à redire à ça quand même. C'est que on n'est pas tout le temps en face de malfrats, et aujourd'hui, vous avez n'importe qui va défier l'autorité, et la violence est banalisée, et pas que dans le monde des malfrats. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, quand vous avez un malfrat qui ne respecte pas les règles, avant, la grosse différence d'avant, c'est que il était interpellé, et il était condamné, le mec. Et il était mis au chaud, il était mis au trou, ce qui n'existe plus ou quasiment plus aujourd'hui. Et quand vous avez un magistrat qui met des peines, eh bien, il y a un autre magistrat qui s'appelle le juge d'application des peines, donc qu'il faut supprimer, le juge d'application des peines qui défait les peines qu'a mis le magistrat du siège. C'est ça la problématique. Oui. Ouais, enfin, en même temps, la situation, parce qu'on dit à chaque fois c'est la faute de la justice, ils ne sanctionnent pas. Juste rappeler quand même qu'on a 82 000 mecs en prison. Et la moitié en préventive. Alors mais on ne peut pas dire non plus que les magistrats soient laxistes. Moi, je tape dessus quand il faut, mais non, il faut aussi le boulot. Le seul souci, c'est que notre société a complètement dérapé. Des peines adaptées, surtout. Je reviens, excusez-moi, ça va faire un petit peu banal ce que je vais dire. L'éducation, c'est ça la base même. Quand on voit ce qui se passe, toute cette jeunesse qui part en dérive totale, c'est la base, c'est l'éducation, la famille à l'origine. Tout ça ne serait pas parti en totale dérive si il y avait encore une fois ce lien qui n'existe plus dans plein de familles monoparentales, qu'elles soient monoparentales ou pas, on va pas fixer là-dessus, mais encore une fois, le travail éducatif à l'école, dans la famille a disparu, et on voit un petit peu le résultat, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de gens qui ne respectent, chez les jeunes pour partie, qui ne respectent plus l'autorité, le policier municipal, enfin tous ceux qui sont en charge de l'autorité, de la sécurité. Moi, l'autorité, l'éducation, il y a un point où je suis pas d'accord avec Pierre, c'est pas parce qu'on a un ancien président de la République qui est multicondamné, il y aurait eu 0 président de la République multicondamné, celui qui a foncé sur les policiers à 160 km/h à Nantes, pas plus tard que ce week-end, à mon avis, ça aurait rien changé du tout. C'est parce que ces gens-là sont des tueurs en puissance, parce que foncer délibérément à contresens, c'est des policiers qui ont failli être tués, mais il y avait des véhicules qui arrivaient en face. Ça aurait pu être monsieur ou madame machin, et avec leurs enfants qui revenaient de week-end, d'accord? Donc l'excuse parce qu'il y a des gens en haut qui sont pas sanctionnés, celle-là pour moi, elle est pas entendable.
Vous avez raison. Et en fait, pour en revenir au problème du refus d'obtempérer et de la protection des policiers, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, nous avons tout ce qu'il faut dans le dispositif. Alors les magistrats, probablement une part de responsabilité dans la mesure où parfois ils ne sanctionnent pas assez sévèrement, c'est une évidence. Et les hiérarchies policières en ont une autre, c'est-à-dire elles continuent à ne pas protéger avec courage et audace les policiers qui ont parfaitement accompli leur mission. Elles éprouvent le besoin de faire croire à l'opinion publique que le policier va faire l'objet d'un soupçon et d'une enquête alors qu'il a agi à la perfection. Et alors, ce que tu dis très justement, Philippe, c'est quand tu vois le policier actuellement, moi je l'ai pas connu, j'ai fait du contrôle en tant que CRS, etc. Après j'étais un groupe d'intervention, donc je n'ai pas connu tous ces trucs-là. Mais quand tu vois les situations dans lesquelles se trouvent les policiers actuellement, le discernement qu'il faut avoir pour pas passer à l'acte, c'est-à-dire sortir son arme et neutraliser quelqu'un. Très peu de temps. Et même quand ils passent à l'acte, ils ont le droit de le faire. Mais bien sûr, ils sont stigmatisés. C'est ça le problème. Je vais rajouter de l'eau au moulin de ce que dit Philippe. On vous annonce à chaque fois qu'il y a usage de l'arme, etc., 2 enquêtes. Une enquête contre le type qui a foncé sur les flics et qui a commis le vrai délit. Et la deuxième enquête, c'est contre les flics par l'IGPN. Et on vous annonce aussi, assez rapidement après, la mise en garde à vue du policier. Et qui met en garde à vue le policier, c'est un autre policier. C'est pas le magistrat. La prise de garde à vue, c'est le policier qui la met. Après, pour relever la garde à vue, c'est le magistrat. Mais pour mettre en garde... Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre les policiers en garde à vue. Point barre. Bon, et il y a un certain nombre de choses psychologiques à faire. Donc tu es pour la présomption de légitime défense, toi. Mais non, mais ça veut rien dire ça. Vous mettez un flic en garde à vue, il est coupable. Pour les gens, il est coupable. Non, moi, On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, malheureusement. On a 30 secondes. Pierre, merci beaucoup. C'était passionnant. En tout cas, merci d'avoir été l'auditeur sur ce sujet-là, parce que c'était un sujet qui me demandait peut-être encore un peu plus de temps. En tout cas, merci beaucoup Bruno Pomar. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Je vous rappelle, il y a toujours ce livre, Ni capitulation, ni résignation, aux éditions Fayard. Osons le courage. Et il vous faudra beaucoup de courage tout à l'heure. Puisque Philippe David... Il faut avoir du courage pour rappeler au 0826 Non, parce que s'il y a beaucoup de sujets importants et lourds... Beaucoup de sujets, tiens, c'est off February. Vous me passerez l'accent. Est-ce que vous êtes capable de vivre sans portable pendant un mois? Il y avait Dry January sans alcool, maintenant il y a off February, février sans portable. Est-ce que pour vous le CDI jeune que propose le MEDEF, alors il n'est pas a priori pas à l'ordre du jour, c'est une bonne chose, on doit pouvoir payer les jeunes moins et les virer plus facilement ou pas? Venez témoigner, c'est un sujet dont vous voulez parler, et il aurait eu 100 ans aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez plus de 50 ans pour avoir connu son septennat. Quel souvenir gardez-vous des années Giscard? Si vous avez envie de témoigner, les années d'insouciance, les années de crise pétrolière, venez nous raconter tout ça au 0826 300 300. C'est à partir de 19h jusqu'à 20h. Allez, restez avec nous dans un instant, la petite phrase du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La place à François-Louis Bourneau et avec à notre Philippe David à partir de 19h. La petite phrase du jour, c'était Laurence Saillet, chroniqueuse politique et ancienne députée européenne. C'était ce matin dans Mettez-vous d'accord. On écoute. Donc au lieu de passer du temps à essayer de dire aux gens déjà ce qu'ils doivent faire, ou les inciter ou les culpabiliser en leur expliquant que c'est des méchants parce que c'est 1h50 en moyenne pour les adultes sur les réseaux sociaux, au lieu de faire une éducation positive pour expliquer effectivement les méfaits, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, que ce soit pour les adultes et encore plus pour les jeunes, mais bon, non seulement on n'est pas des enfants, et puis en plus ça ne servira à rien, donc les trucs qui servent à rien et qui j'espère ne vont pas coûter de l'argent, parce que peut-être que l'État va financer, on ne sait jamais. C'était sur le sujet du février off, autrement dit 28 jours pour se libérer de l'hyperconnexion des réseaux sociaux. Philippe Bilger. À partir du moment où je sais que c'est un sujet que Bruno aime beaucoup, sérieusement, où les parents ne font pas l'éducation, eh bien, par moment, les pouvoirs sont obligés de se substituer à ce qu'ils ne font pas, à ce qu'ils ne font pas. Et donc, ça n'est pas absurde de tenter de créer des zones d'interdiction.
Oui. Alors, moi, ce qui me fatigue, c'est... on commence l'année par Dry January, il faut pas boire d'alcool. Maintenant, c'est février, faut plus aller sur les réseaux sociaux. Mars, on va mettre quoi? Avril, on va mettre quoi? Mais laissez les gens un peu gérer leur vie. Moi, j'attends pas que d'avoir une nounou au-dessus de moi. J'ai plus 3 ans, où on me disait, ma maman me disait, écoute, range ta chambre, machin truc, etc. Désolé, on est adulte. Mais malheureusement, l'État tente de réparer ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire l'éducation, dont on parlait tout à l'heure. Un jeune qui tombe dans la délinquance, c'est pareil. C'est parce que quelque part, il y a eu avant quelque chose qui a manqué dans son éducation. Donc la famille a une responsabilité là-dessus. Et quand c'est pas le cas, comme d'habitude, le régalien prend le dessus en disant on va régler tout. On n'est pas que sur l'hyperconnexion des enfants et des... Non, en général, même donc, des adultes. Dans l'hyperconnexion, il y a hyper. Donc, effectivement, si on arrive à se réguler sur sa connexion, mais ça ne doit pas faire sur un mois, ça doit faire sur tout le temps. Quoi. Mais vous avez regardé sur vos téléphones portables le nombre d'heures que 5 heures. Voilà, 5 heures par jour. Ouais. Vous avez regardé, non. Philippe, non? Non. Les tribunes de Philippe Bilger, parce qu'elles sont très longues. Ouais. Et le temps que je les comprenne, parfois je mets beaucoup de temps. Non. C'est 26 heures. C'est vrai, hein. Ah oui, 26 heures par jour. Non, moi 5 heures à 5 heures et demie par jour. 5 heures, c'est pas mal, c'est beaucoup. Que vous restez sur le... je regarde les infos. C'est-à-dire en même temps, avant j'achetais le journal et le papier. Maintenant je regarde l'Express, je regarde tous les journaux. On me dit que c'est plutôt 8 heures par jour. Ah bon? C'est quelqu'un qu'on connaît bien ici. Ah bon? Et pourtant vous êtes incapable de gagner le jeu. C'est étonnant. C'est que je suis vraiment limité. Oui, mais lui, il est honnête. Ouais. Contrairement à d'autres. La différence, c'est qu'il lit, mais il ne retient rien. C'est ça, oui. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Dry January, Off February, mais arrêtez. Et puis en plus, j'en ai marre. Désolé, je vais faire gros ringard. J'en ai marre qu'on me foute que des mots anglais. À ce que je sache, la France n'est pas un territoire occupé. C'est pour ça que tu dis en français. Oui, vous avez bien fait. C'est pour ça que la France, c'est pas un territoire occupé, d'accord? On pourrait dire janvier sans alcool, février sans réseaux sociaux. Dry January, ça s'appliquait pas en France? Si. Ah, mais c'est voilà pourquoi je l'ai pas fait. Non, mais moi non plus. Moi, non, mais attendez, excusez-moi. Alors, les amis, déjà, ce qui est bien, c'est que ça prend conscience, puisque quand vous dites pas de réseau dans les réseaux sociaux en février, vous prenez votre téléphone et vous regardez, vous faites ah oui quand même. Et quelque part, ça va vous faire réfléchir. En tout cas, merci beaucoup les amis. Dans un instant, Philippe David, et je voulais juste faire un gros bisou à Mireille Defoy qui a gagné cette très belle montre Kelton et qu'on va envoyer. Et puis elle saura maintenant qu'à 17h, il faut qu'elle soit là pour les vraies voix. Il était une fois dans la ville de Foix un marchand de foie qui vendait du foie. Ma foi, ce n'est pas la première fois que je bois du foie dans la ville de Foix. C'est la première fois et la deuxième fois que je bois du foie. Dans la ville de Foix. Les animateurs, reprenez les réseaux sociaux là, parce que là, et vous savez comment on appelle les habitants de Foix? Les foiseux. Non, les fuxéens. Les fuxéens. Les fuxéennes. Et très bien. En tout cas, dans un instant, Philippe David et François Libourneau jusqu'à 20h. Et juste après, Magali Berda.